voir sur ma vie, mon œuvre, vous pouvez scanner le QR code et on deviendra amis sur LinkedIn. On m'a dit qu'il fallait que je fasse la promotion de mes réseaux, donc allons-y. Et rentrons dans le vif du sujet. Donc selon vous, parce que ça j'avais cherché, ah merde c'est déjà là, ah putain, ok, gag raté. Donc les animations ne marchent pas, donc tous les gags basés sur les animations on les laisse tomber. Donc selon vous, quand étaient les premières startups? Donc sans regarder la réponse dessus, on ne triche pas. Ouais, 39. En fait, moi j'avais dit, j'ai commencé en me disant 75. Pourquoi 75? Bah, déjà c'est une année formidable. Mais c'est surtout les années Apple, Microsoft, tout ça. Tu vois, moi je le datais là. Et en fait non, bam. En fait ça remonte avant, ça date 39. Et c'est les fondations de Hewlett-Packard. Donc il y a des gens qui vont vous dire aussi que ça peut remonter plus loin parce que le mot, les premières apparitions du concept, pas du mot, du concept de start-up, il remonte avant, il remonte à la ruée vers l'or et tout ce qui était les transformations industrielles des États-Unis au début du siècle. Mais on peut le cranter, nous on peut le cranter 1939, Hewlett-Packard est la première grosse boîte qui pousse comme ça dans la tech, le long de la route 138. Et puis 76, la première fois que quelqu'un utilise le mot startups dans Forbes, dans un article, et qui va faire date. Voilà, et puis 75-76, ben, Apple et Microsoft, deux petites entreprises que vous ne connaissez pas. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on remonte, du coup en cherchant ces histoires-là, je me suis mis à creuser et de voir un peu d'où ça vient. Et ce que je pensais être le point de départ de la Silicon Valley, ça n'était pas en fait. Le vrai point de départ de tout ça, c'est la route 128, qui est près de Boston. Et pourquoi? Parce que c'était le lieu d'implantation de deux entreprises, de deux universités hyper importantes, que sont le MIT et Harvard. Et le MIT et Harvard avaient énormément ce qu'on appelle de laboratoires scientifiques sur les campus, entre 70 et 80, qui traitaient de sciences très avancées. Et ça a créé une génération de gens d'esprit scientifique très pointus, d'innovation. Et après, ces gens-là, bon, il y a eu tout un écosystème technologique et business qui est né là-bas. Mais le problème de la route 128, c'est que les entreprises de là-bas sont restées assez un peu dans leur écosystème, un peu fermées sur eux-mêmes. Et c'est seulement au niveau de ce qui va devenir après la Silicon Valley, donc là on est parti à San Francisco, on a changé d'endroit, avec l'université, sous l'impact, le leadership de l'université de Stanford, que vraiment vont apparaître des entreprises qui, elles, vont complètement exploser et sortir du cadre et donner la Silicon Valley. C'est important parce que toutes les entreprises qui sont nées là-bas, dans ces années-là, ce sont elles qui ont largement contribué à l'émergence d'autres modèles, et notamment d'autres modèles de gestion, et notamment d'autres modèles aussi au niveau de l'informatique. Et elles ont influencé, modelé les premiers agilistes, les fondateurs d'agilité. Donc vous en connaissez, hein, Google est né vers la fin, mais Apple, c'est dans les années 70, Yahoo après dans les années 80, 90. Il y a une espèce d'effervescence comme ça de ouf sur une première période du temps, puisqu'on va faire une chronologie ensemble, on va passer des années 70 jusqu'aux années 90, il y a une espèce d'effervescence de création, d'invention, d'innovation. Et c'est pas par hasard que 100% des signataires du Manifeste Agile sont américains, blancs, issus du coin de là-bas. Côté diversité, on repassera, mais bon. C'est cool les années 80, je ne sais pas si vous avez vécu les années 80, moi je trouve ça super cool. On parlera évidemment du Lycra fluo qu'on a tous aimé et qui nous manque. Mais surtout c'est les débuts de l'informatique, on commence à avoir nos premiers ordinateurs. Moi j'ai eu mon premier ordinateur à cette période-là, c'est ma première console aussi, c'est là que j'ai commencé à apprendre à programmer. Enfin, et je ne sais pas pour les gens qui ont vécu ça, mais à l'époque, moi j'avais l'impression que tout était possible. Tu avais un ordinateur dans la main, tout était possible. Et c'est vrai que tout était possible. Tu avais un ordinateur dans la main, tu avais un garage, et tu pouvais inventer des choses, tu pouvais changer l'ordre établi. Il y a un bouquin qui a beaucoup marqué les gens à ce moment-là, c'est The Mythical Man, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est vachement bien, et qui casse un peu les idées de gestion traditionnelle de projet. Et on sait que c'est un des points d'influence des agilistes.
Donc c'est cool, c'est un peu de mauvais goût avec les couleurs, mais c'est très cool, les années 80, les années 90 aussi. C'est super cool. Et donc les premiers modèles, en parallèle de l'émergence de ces boîtes qui se structurent et qui grandissent et dont on commence à entendre parler un petit peu de l'autre côté. Alors moi, à cette période-là, je vivais en Amérique du Nord. J'ai fait États-Unis, Détroit, New York, et puis après Canada. Donc on les voit arriver plus tôt. On a accès très rapidement aussi à Internet, mais même quand on revient en France, je me souviens déjà 93, 96, 96, il y a les premiers clubs Internet, etc. Et on a ça en France qui arrive, d'accord? Et en même temps qu'on a les émergences des Yahoo, Yahoo c'était un peu la grosse rosta de l'époque, hein, Yahoo, Netscape, AltaVista, des trucs comme ça, vous vous souvenez? Cool. On fait des sites internet. C'est des sites internet, c'est monopage, là, comme ça, avec des gifs qui clignotent de partout. Tous les graphiques sont en PLS. Mais c'est cool parce qu'on peut inventer des choses, on peut créer des choses. Et en même temps que cette espèce d'effervescence, bah, c'est aussi l'émergence de tous les premiers modèles d'agilité. Donc évidemment, Scrum et XP, les classiques, hein, on connaît bien. Mais il y en a d'autres dont on a un peu oublié, peut-être des SDM. Crystal Clear, de notre ami Alistair Coburn, c'est aussi à ce moment-là. Ils ont des points communs, tous ces modèles-là. Ils sont influencés par les entreprises, donc ils ont ces points communs-là. C'est que c'est tous des choses qui sont faites par des ingénieurs pour des ingénieurs. C'est pour développer du code mieux et vite. Mieux et vite aussi dans la notion un peu plus profitable. Hein, parce qu'il y a cette notion très américaine. Les années 90, c'est le paroxysme du capitalisme. Hein. On est d'accord? Okay. On est à fond là-dessus. On ne connaît pas l'écologie, tout ça, ça n'existe pas. Donc on est à fond les ballons là-dessus. Et ces modèles-là, ils sont aussi pour ça. Ils ont une dimension assez productiviste qu'on a oubliée maintenant, mais qui est quand même là. Pour des petites équipes, pour des ingénieurs, de façon très autonome et très rapide. Et c'est pas par hasard qu'ils ont tous ça en point commun. D'accord? L'ingénierie, ça tire la qualité et l'excellence technique aussi, on est d'accord. Et c'est des modèles qui marchent super bien. En France, vers la fin des années 90, c'est le début de ce qu'on appellera la bulle .com. Il y a quelques agilistes en France. Il y a des gens comme Bruno Boucard, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un super agiliste. Il fait beaucoup dans le DDD, c'est un des tout premiers à avoir fait ça, déjà dans la fin des années 90. Mais tu as des gens comme Claude Aubry, Pablo, Alex Boutin, etc., qui ont déjà les oreilles qui traînent et qui écoutent un peu des choses comme ça. Mais dans l'univers des startups de l'époque, ils n'ont pas encore, c'est pas encore arrivé en France ça. Ce qui fait que vous avez deux modes de travail dans les startups de la France de cette époque-là. Soit vous faites, c'est du grand n'importe quoi. Moi j'ai fait quelques startups un peu en mode cow-boy, enfin un peu n'importe quoi. Ou alors il y a la cohabitation du business model qui tient sur un carambar. C'est pas des blagues. Hein. À l'époque, tu as une idée à la con, tu mets un .com et hop, ça devient une start-up. Hein. C'est ça à l'époque. Mais par contre, sur la partie développement technique, on va attendre des équipes qu'elles soient toujours très cycle en V, très procédurières. Voilà, la première boîte que je fais à ce moment-là, c'est une boîte qui se dit, tiens, et si on vendait de la publicité en ligne d'Internet en mode enchère? Pas con quand même. Hein. Bon, c'était un peu 15 ans, 20 ans trop tôt, donc ils n'ont pas survécu. Mais ils font ça. Sauf que la méthode donc ils ont fait zéro étude de marché, zéro machin. Mais alors, côté gestion de projet, c'est hyper classique. Il faut écrire des PFS, des PRD, etc. C'est vraiment très très lourd. Jusqu'au moment où le board se fait virer. Changement d'investisseur. Le board se fait virer. Ils font venir un gars qui vient des États-Unis et qui met un peu la pagaille dans l'équipe d'organisation, qui dit, toi, t'es pas très bonne en développement, c'est moi. Je fais du développement à l'époque. T'es pas très bonne en développement, tu vas faire le client. Tu vas aller voir les clients, et puis tu vas travailler avec le développeur, tu vas t'asseoir à côté de lui. Tous les matins, tu vas décider ce que vous allez faire. Le soir, vous le livrez, vous le testez. Sans aucune explication. Donc je ne sais pas que je fais de l'agilité à l'époque. Plus tard, j'ai découvert que je faisais de l'XP. Mais voilà, on découvre ça un peu par hasard. C'est le gros Far West. Beaucoup meurent. Peu sont restés là en France. Mais c'est rigolo. On apprend des trucs. Hop. Il y a plein de livres qui ont marqué cette époque. Voilà. Mon préféré. Yop. Il y a le bug de l'année 2000 qui arrive, qui n'aura jamais lieu, hein, dans lequel ils vont en recruter, comme tout le monde a peur, on recrute des hordes entières de techniciens informatiques qui sont la plupart pas du tout techniciens ou pas du tout informaticiens. Donc ça c'est assez rigolo. L'éclatement de la bulle internet et hop.
Et hop, le Far West, un peu n'importe quoi, disparaît. Et tant mieux, parce qu'on peut commencer à faire des projets en agile pour de vrai. Donc il y a eu une grosse phase là, qui dure je vous ai mis 2000 ans, 2010. On peut chipoter, on peut négocier, on pourrait dire 2001, 2008, 2001, 2009. Et c'est très enthousiaste, parce que là, on a enfin eu accès déjà, il y a le manifeste agile qui a été publié, bam. Il n'était pas encore traduit, mais il a été publié. Puis on a commencé à avoir accès aussi aux premiers guides Scrum. Claude Aubry, pour les gens du Sud, commence à aussi diffuser la connaissance autour de Scrum en français. On peut commencer à se faire former. Il y a plein de choses qui émergent. Il y a Kanban qui sort à ce moment-là, d'ailleurs. Il y a aussi Marie Popendik qui va adapter le Lean pour l'IT. Ça, c'est un bouquin qui est fondateur aussi, c'est trop bien. Il y a plein de choses qui se passent, et puis on est hyper enthousiaste, on peut vraiment faire des projets en informatique, on peut vraiment le pratiquer. C'est encore une agilité qui est encore très basée sur du Scrum, majoritairement, qui est très basée sur des petites équipes de développement, sur du logiciel. On n'est pas encore dans tout ce qu'on va connaître aujourd'hui, et c'est vraiment chouette ça. Il y a un moment d'effervescence incroyable. Il y a une petite communauté qui commence à naître à ce moment-là, d'ailleurs. Qui est assez intéressante. Il y a d'autres startups qui arrivent à ce moment-là, qui vont commencer un petit peu à changer le game. Facebook, YouTube, etc., qui ne sont pas encore les géants mouse d'aujourd'hui, mais qui commencent à avoir des problématiques un peu différentes de leurs prédécesseurs, parce qu'entre-temps, Microsoft et Apple, ils se sont un peu embourgeoisés, et un peu grossis, un peu embourgeoisés. Donc c'est eux qui vont venir shaker ça. Il y a des gens comme MySpace, je ne sais pas si vous vous souvenez de MySpace, c'était... Ouais. Voilà, c'est aussi l'époque où Spotify naît. Spotify, il commence à 20. C'est des fous, hein. Ils sont en Suède, un marché de 15 millions de gens, ils connaissent que dalle à la musique, ils vont décider de sauver l'industrie musicale à 20. Et ils le font, le truc. Hein. Donc il y a ce côté très accéléré. En France, on n'est pas en reste, il y a des grosses boîtes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai essayé de chercher qui étaient les premiers qui avaient un peu vraiment investi des efforts, fait des efforts sur l'agilité en France. Et alors Orange, et alors c'était mon client à l'époque, c'était rigolo. Et SFR et Orange, les opérateurs de téléphonie mobile, ils poussent vachement à l'agilisation. Ils sont confrontés à des tas de problématiques de déploiement de network, de changement de tech, etc. Donc ils ont des vraies problématiques complexes à gérer. Et aussi, le truc qui est assez intéressant, c'est que juste après les opérateurs de téléphonie mobile, ceux qui poussent énormément, c'est tout le secteur des banques assurances. On n'y aurait pas pensé, hein, on dirait, tiens, on fait le pari sur qui est-ce qu'on investit eh ben, ouais, bravo, Crédit Agricole. Non mais sérieux, hein, c'est vraiment, les premiers, c'est des pionniers, ils sont là. Alors qu'on penserait que ce serait plutôt pour faire du fun, de l'entertainment, etc. Pas du tout. Chouic. 2008, il y a un autre événement qui se passe qui est assez intéressant. D'ailleurs, vous ne seriez pas là sans ça. En 2008, il y a Fabrice Petit à Paris qui lance une idée. Si on regroupait la communauté des gens qui font de l'agilité, comme ça, vous aurez un endroit communautaire pour se réunir. Il lance cette idée-là. Il y a 5 villes qui répondent à l'appel, dont Nantes. Bravo Nantes, précurseur. Et qui lance les premiers Agile Tours. C'est communautaire, c'est gratuit. Le but, c'est de redonner à la communauté ce qu'elle t'a apporté. C'est du partage, de l'entraide, du développement, etc. Ça, c'est une grosse réussite aujourd'hui. Agile Tour, ça existe toujours, bizarrement. Et il y a plus d'une centaine de villes dans le monde qui font ça partout dans le monde. Ça a essaimé partout dans le monde. Et c'est génial. Moi, c'est là que je fais ma première conférence aussi, à l'Agile Tour Toulouse. Donc il y a cette... ouais, on est toujours cette idée que tout est possible. C'est assez incroyable. Les bouquins qui vont vraiment marquer l'époque, elles reflètent un peu la mentalité de l'époque. On est sur des bouquins qui expliquent comment faire, qui sont assez techniques. On a beaucoup de bouquins sur la planification, mais d'un point de vue vraiment précis. C'est vraiment des techniciens de l'agilité. Hein. Il y a aussi tout ce qui est story mapping et tout ça, ça apparaît à ce moment-là aussi. Okay. Kanban, le premier bouquin de Scrum de Claude sort à ce moment-là, je crois que c'est fin de 2010 peut-être. Le super bouquin de Kanban. Et il y a des super bouquins qui sont publiés sur comment faire de l'ingénierie, comment calculer, comment planifier, etc. Et on est vraiment dans le comment faire.
Et on s'échange, en conférence, on s'échange énormément de trucs et astuces. Comment tu fais ça, comment tu organises ça. Et on est découvreur. C'est bien ce que je pensais. J'accélère. En 2011, alors je ne sais pas si c'est précisément à 2011, en tout cas personnellement, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, je le date là, en 2011 il se passe un truc qui va révolutionner un peu tout le monde. Il y a ce gars-là publie, alors d'abord c'est un article, puis c'est un livre, le Lean Startup. Et alors le Lean Startup, pourquoi c'est vachement important? Parce que d'un seul coup les agilistes se rappellent qu'on ne fait pas de l'agilité juste pour développer du logiciel, en fait on fait de l'agilité pour développer du logiciel qui a un sens, c'est un produit. Et donc il va re-shifter un peu le game, et c'est l'entrée du mode produit. Donc c'est illustré avec des cas très connus, Dropbox, Trello, etc., que vous connaissez, vous utilisez toujours. C'est des gens qui ont commencé en disant on a cette idée-là, on a ce business model-là, et qui se sont confrontés à une réalité du terrain, ou pas du tout. Et pour survivre, ces gens-là se sont adaptés, pas en changeant, en tweakant leurs produits, mais carrément en tweakant, en changeant leur business model. On a un exemple qui est très connu en France qui s'appelle Criteo. Criteo, c'est une pépite en France, ils ne font pas trop parler d'eux, et pourtant c'est vraiment une pépite incroyable. Eux, ils commencent, ils ont les deux fondateurs, ils se sont dit, tiens, on va faire un algorithme de recommandation. Ils font de l'algo, ils font des recours, quoi. Et ils ont dit, bon, on va faire un algorithme de recommandation sur je crois que c'était du cinéma au départ. On va vous conseiller des films. Ouais, alors des trucs de recommandation de films à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Il y avait les débuts d'Allociné, etc. Et donc, ça marche pas, flop. Bon, ben alors on va essayer de recommander des restos, tu vois. On garde l'algo, mais on change, on va recommander des restos. Ah, ça marche pas. Ils continuent de booster l'algo, ils continuent de développer dessus, et puis ils changent comme ça. Ils essayent comme ça plusieurs marchés. Et à chaque fois, ça marche pas. Et le truc qu'ils ont, c'est de changer le business model. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient... Ils n'étaient pas obligés d'adresser à un secteur particulier parce que ce qui était très fort, c'est de faire des algos de recommandation, whatever. Et donc, ils posent les briques de ce qu'on appelle aujourd'hui le retargeting. C'est comment est-ce que, parce que j'ai regardé une pub, je suis allé voir une pub pour des chaussures Adidas, comment est-ce que partout où je vais aller sur Internet après, je vais voir par magie des pubs Adidas. Voilà. Pivot. Et donc, ce mode produit, il apporte 5 trucs assez intéressants. La notion de MVP, bon, que personne n'a compris, hein, toujours aujourd'hui on est obligé de réexpliquer. Cette histoire de pivot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer que le produit logiciel technique, il faut aussi changer l'approche business de ce qu'on fait. Il commence à introduire aussi des choses qui sont fondamentales, qui sont ce qu'on appelle innovation and counting, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire la comptabilité du succès et de la réussite par les KPI. Et il propose des sets de KPI que jusqu'à preuve du contraire, on utilise toujours aujourd'hui. Rétention, engagement, etc. Il dit aussi, c'est pas tout de réduire les cycles de fabrication, il faut surtout réduire les cycles d'innovation. Ça c'est pas mal. Et il utilise aussi beaucoup de techniques et d'outils qu'aujourd'hui on classera maintenant sous le terme de l'UX et du discovery, il les met en avant et les intègre dedans. C'est fondateur parce que grâce à ce bouquin-là, on comprend que l'agilité, c'est pas juste un truc d'informaticien, c'est un atout pour les entreprises du point de vue business. Bim. Allez, reviens avec moi. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Non. Oh, putain. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a des gens qui se disent, ah, mais attends, qui dit business dit entreprise. Donc en fait, ça faisait quand même quelques temps. C'est pas... le gros du problème est arrivé... Enfin, du problème, je spoil. Le gros de la publication a été fait entre 2011 et 2015, mais il y avait des trucs qui avaient été faits avant, parce qu'en fait, on s'est très rapidement cassé un peu les dents, les premiers agilistes, à comment on fait du Scrum quand on n'est plus une équipe. Donc on avait fait du Scrum de Scrum, et le Scrum de Scrum, c'est bien pour se coordonner à la petite semaine, mais c'est pas, tu vois, on peut pas tout débloquer, on peut pas tout embarquer. Donc il y a des choses qui ont été publiées avant. Le premier vraiment référentiel, c'est LESS 2005. 2007, Safe, parce qu'il publie un truc, ça s'appelle pas encore Safe, mais il le publie à ce moment-là, il va le republier en 2011. Et après, de 2011 à 2015, bam, tous les frameworks d'agilité à l'échelle sortent. Et pourquoi? Eh bien parce que les entreprises qui utilisent l'agilité, les petites entreprises dont on parlait, elles ont grossi. Elles ont sacrément grossi. Parce qu'à l'époque, c'est l'époque aussi où il y a beaucoup d'argent. Donc elles grossissent, elles se mondialisent, et il faut apporter des solutions à ça.
comment est-ce qu'on coordonne ça. En 2012, il y a, donc en 2011-12, il y a la première version de Save qui sort. En même temps, il y a la première publication qui est faite par Spotify de Henrik Niebert qui s'appelle Scaling Agile à Spotify. Et là, ça déclenche une espèce de passion. Donc, je vous ai mis cette super photo. Il y a un truc qui se passe au Scrum Day en 2015 à Paris. C'était à Disneyland, où on demande à la salle, choisissez votre camp. C'était très drôle. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais choisi le camp de Spotify, évidemment. Et après, je suis allé bosser sur de l'implémentation de Safe pendant des années, avant de retourner finalement à Spotify. Donc ça, c'est assez drôle. On voit, je vous ai trouvé un Google Trends qui vous montre un peu, vraiment, on peut vraiment le dater là, de quand est-ce que ça commence à se poser la question de c'est quoi Scaling Agile là? Et on voit à quel point au niveau global, ça a été une massification. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette courbe-là. Parce qu'en en parallèle de ça, il y a aussi la courbe de demande de je veux des Safe SPC. SPC, c'est Safe Programme Consultant, c'est comment tu implémentes Safe. Okay, c'est pas par hasard, parce que il y a, en 2010, je crois que c'est en 2010, il y a le premier State of Agile, c'est un rapport qui étudie l'agilité dans le monde avec de la data, et qui a continué. Il regarde un peu comment sont utilisées les méthodologies. Et donc en 2011, 52% des équipes dans le monde utilisent Scrum. Ce qui est très drôle, c'est de voir qu'en 2017, 6 ans plus tard, Scrum est retombé en bas et on est sur une écrasante majorité de gens qui font de l'agilité à l'échelle. Avec Save qui représente que 26-28%. Bim, faisons un bond en avant, 2022, ultra majoritaire. Soit il va trop vite, soit il ne va pas. Hop. Mais devant cette fixette que fait l'industrie informatique et l'industrie agile sur l'agilité à l'échelle, et les grands modèles et les grands frameworks, on commence à entendre aussi des petites voix dissonantes, qui viennent aussi d'autres startups, d'autres approches. Et il y a d'autres modèles qui commencent à émerger. Par exemple, il y a ShapeUp, je ne sais pas si vous avez l'occasion, c'est Basecamp qui fait ça, la boîte Basecamp, et qui dit oh là là, mais attends, ces histoires de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est un peu revenons à des choses différentes. Et alors eux, ils reviennent sur des modèles plus simples, ils reviennent sur des modèles avec des équipes plus on n'a pas besoin d'être 800 pour faire quelque chose, par exemple. On n'a pas besoin de faire des plans sur la comète sur 3 mois, 6 mois, on peut le faire sur 8 semaines. Et puis aussi, ils essayent de tacler la problématique du discovery delivery, qu'on a vu de plus en plus en mode gros siloté et gros chiffre dans les autres frameworks. Ils essayent de réconcilier ça. C'est très très intéressant. Au début, ils n'ont pas beaucoup d'écoute, ils ne sont pas très audibles, mais je pense qu'aujourd'hui, on les entend un petit peu plus. Vous avez aussi Fast Agile, qui est très intéressante, parce que là, eux, ils attaquent le problème de l'agilité à l'échelle directement, mais d'un point de vue complètement agnostique, en étant assez pragmatique sur comment est-ce qu'on peut simplifier ça. Donc, ils font des études de tous les autres frameworks, ils regardent les bases, ils mettent des mécaniques ensemble qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus efficaces. Et le dernier qui est assez intéressant aussi, c'est Flight Level, qui est sorti un peu plus tard, qui est fait par un Allemand qui a un nom, Klaus Leopold. Et là, il attaque la problématique de la gouvernance dans son ensemble. Parce que le problème de l'agilité à l'échelle, c'est pas tant de l'agilité et du delivery, c'est le problème de gouvernance. On me fait signe qu'il faut que j'accélère vraiment. Oui. Il n'y a qu'un pas entre agilité à l'échelle et transformation agile. Et de 2015 à quasiment avant-hier, il y a eu une obsession des entreprises de transformation à l'agilité. Et il y a eu un raccourci qui a été fait, transformation agile égale agilité à l'échelle. D'accord ? Et on va avoir beaucoup de choses là-dessus de publication. Donc on a Safe qui continue son truc, on a le concept de business agility qui va émerger vraiment au niveau enterprise, même enterprise business agility. C'est là aussi où on a le push sur OKR, qui est une méthode aussi pour aligner, etc., qui vient de Google. Et aussi la grosse poussée autour de DevOps. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réconcilie le build et le run dans quelque chose qui fait du sens ensemble. Et puis tout ça, ça marche très bien, manque de bol, bam, Covid, bam, on ferme tout. Il y a beaucoup de morts, mais il y en a qui survivent, et c'est la résilience. Et beaucoup des entreprises qui ont survécu, et même des très grosses entreprises, elles ont survécu parce qu'elles ont réussi à faire
le scale down, le ramp down assez facilement et à se réorganiser. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont survécu grâce à des bribes d'agilité. Voilà, ça c'est transformation. De toute façon, je partage vos trucs. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que cette transformation, elle a accéléré un mouvement qu'on avait commencé avec Scrum, qui était un peu la mainstreamisation de l'agilité. Avec les transformations agiles et avec l'agilité à l'échelle, on peut dire que l'agilité a vraiment dévoré le monde. Si on regarde au niveau des CAC 40, quasiment l'intégralité des entreprises au CAC 40 ont lancé des programmes d'agilité, des grands groupes. Hein. Donc on a toujours le secteur bancaire qui est toujours en avance, mais de l'énergie, des FGDF, etc., des manufacturiers. Moi j'ai bossé pour Airbus, on a fait des transformations agiles sur des milliers de gens, même sur des processus compliqués, par exemple de cycle de vie avion, des choses comme ça. Les ministères publics, pareil, je bossais avec la DSI de Pôle emploi, qui était une des toutes premières DSI de service public à innover à ce niveau-là. Ils adressent 47 000 agents, donc il y a des vraies problématiques de déploiement. Et puis dans le monde entier, hein, quel que soit le pays, tout le monde était agile. Quoi. On oublie aussi, mais même les PME, 30% des PME. C'est pas mal, hein. Super petit truc pour dire qu'on est tous agiles. Les bouquins de l'époque qui sont assez intéressants, qui rappellent ça, on a beaucoup de bouquins à base de soit de framework ou soit de comment mesurer. C'est les deux obsessions de l'époque. On te dit comment faire, les frameworks, disent-ils, machin, et on te dit aussi comment mesurer. Hein, c'est pas par hasard, on a du Accelerate, etc., qui sont tombés. C'est des super bouquins, on va dire, d'ailleurs. Et puis en 2023, il se passe quelque chose de pas très clean. Ça commence aux États-Unis, ça se déploie après en Europe, et massivement dans le monde. C'est la vague qui a touché la tech. Moi, je me souviens le 4 janvier 2023, on a eu un réveil assez difficile avec des gens qui disparaissaient sur le Slack. D'un seul coup, tu discutes avec quelqu'un et pouf, il s'en va faire prendre une réunion d'un quart d'heure et il se reconnaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des vagues de licenciements massifs. Donc ça a commencé avec des grands groupes, Amazon, etc., qui licenciaient les gens à tour de bras. Ça a été assez violent. Dans cette période-là, sur 2023, on considère que 1600 personnes se faisaient virer tous les jours. Dans la tech. Et ça a été vraiment, quand on voit les graphes, on voit bien qu'il s'est passé, il y a eu un problème. Hein, 2023, année noire. 2024, ça n'a pas été fifou, hein, quand même. Et on n'est pas sorti du truc. Hein, donc, et toutes les entreprises, et surtout toutes les entreprises de la tech. Tu vois, moi j'étais chez Spotify, bim, ils ont licencié aussi. Spotify, c'est 4 vagues de licenciements. 27% des effectifs touchés. 27-30% des effectifs. Partout dans le monde. Il y a des gens qui ont mis massivement un Google du jour au lendemain, un Google qui était connu pour son qualité de vie, pour les employés, etc. Du jour au lendemain, eh ben, bon, t'es viré. Voilà. Et puis ceux qui restent, ils vont être gentils, ils vont pas trop se la ramener parce qu'on va leur faire, on va cuter tous les avantages que tu as, tous les perks qu'on appelle. C'est-à-dire, tu avais du café gratuit, tu avais ton babysitting gratuit, que dalle, tu avais ton pressing gratuit, tout ça disparaît. Et donc il y a une espèce de contraction de la tech à ce moment-là qui est un peu... Pourquoi j'ai dit dark tech? Parce qu'au même moment que ces entreprises font ça, au même moment, hein, elles engrangent des masses de pognon incroyables. D'accord? Il y a des bumps en bourse qui ont été faits de façon assez... Pourquoi ça s'est passé? Les guerres, les récessions, etc. On sait, aux États-Unis, il y avait le début de la récession. Il y a eu le problème de la Fed, la Banque fédérale américaine, qui a reboosté ses taux d'intérêt. Bonjour, on était à 0,01, on va passer à 5,5 en taux variable. Des gens qui ont emprunté des milliards. Et puis surtout parce que la tech, on avait été complètement irresponsable. Dans notre course à l'échalote de la productivité, de la croissance, etc., de scaling, et bien entre 2019 et 2021, on a recruté comme des malades. Il y a des boîtes, elles ont fait x2. Hein, on recrutait n'importe quoi, n'importe comment. Les salaires, on en parle des salaires. Okay. Donc voilà. Et puis après, on a eu aussi des excuses de l'IA. Oui, mais
l'IA arrive, on peut automatiser. Il y a eu des faillites de banques, notamment la Silicon Valley Bank qui a quand même foutu un peu tout le monde bien mal. Dark Tech aussi, parce qu'il y a des gens à ce moment-là, et ça arrive toujours, qui ont licencié des gens du jour au lendemain, même dans des boîtes que j'adore, et qui les ont réembauchés quelques mois plus tard, sur exactement le même poste qui avait été fait redundant avant, hein, et même dans la tech, hein, chez les ingénieurs, le même poste, mais avec un cut de 30 à 40% de salaire en moins. Donc pas propre, pas propre, pas propre. Et les agilistes, on n'a pas été épargnés, d'accord? Il y a une boîte qui est assez connue qui s'appelle Capital One, qui a décidé du jour au lendemain de virer 1100 personnes ou 1600 personnes, que des agilistes, que des Scrum Masters et des coachs agiles. En disant, de toute façon, on a été super agilisés, donc on n'en a pas besoin, donc on le vire tout ce petit monde. Ça a été très très grave. Il y a eu un article de Jürgen Appelo qui dit non mais vous inquiétez pas, on n'est pas en train de mourir, on est en train de se dissoudre dans les organisations, je vous invite à le lire. Et on peut le prouver, hein. Ça c'est des... Alors j'ai pas trouvé les mêmes choses en France, mais ça c'est les stats anglaises. On voit bien le recrutement des postes agiles, et on voit bien que ça s'effondre. Agile dedans, product owner, machin, vous mettez tout. Et alors quand vous êtes juste sur du coach, regardez le... Hein? Alors après, ce qui est rigolo, c'est que les salaires sont restés à peu près assez élevés. Moi, je connais des gens, j'ai des amis à moi qui ont été virés aux États-Unis. Alors, États-Unis, Amérique du Nord, c'est sinistré. Et qui, un an plus tard, n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. Donc, il y a une vraie problématique. En France, on a été relativement épargnés. Je suis assez étonné comme ça. Il y a eu une diminution d'émissions, mais il n'y a pas eu de licenciement massif ciblé comme ça. Hein. Je pense qu'on peut remercier nos systèmes sociaux. Ça sera la minute politique du moment. Battez-vous. Et demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on a des gros défis en face de nous. Non, reviens là, toi. Alors, celle-là, je vous l'ai mis parce qu'on a tous besoin d'une petite slide un peu, comment ils appellent ça, machin à clic, là, dans le... Non, je rigole. C'est un vrai défi, l'IA. Alors, il y a le grand remplacement de l'IA, j'entends bien. D'ailleurs, moi, j'avais bossé sur un projet de... Est-ce qu'on peut remplacer un Scrum Master par une IA? Spoiler alert, oui, et assez efficacement. Voilà. Si on considère que son boulot, c'est juste de servir des trucs très basiques, voilà, on peut s'en passer assez bien. Donc, on peut se faire remplacer par ça. Ou les coachs, pareil, hein, je me mets dans le même truc. Mais par contre, ça pose des vraies problématiques. Ça pose des vraies problématiques au niveau de l'éthique, notamment de comment est-ce qu'on entraîne les algos et comment est-ce la qualité des data sources. Il y a des super conférences, je vous donnerai une conférence après. Ça renforce les inégalités, ça crée du racisme et ça crée de la violence à l'échelle mondiale. Il y a eu un excellent talk par une chercheuse anglaise à Agile on the Beach cet été. Vous pouvez chercher sur leur YouTube, c'est extraordinaire. Elle explique ça vraiment très bien. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, c'est très opaque par rapport à l'IA, et l'opacité, croyance agiliste, je trouve que c'est dangereux. Il y a un impact environnemental monstrueux avec de l'IA. Ça libère du CO2 de façon massive, mais c'est pas que ça, c'est l'accès à l'énergie. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news récemment que Microsoft s'est acheté sa propre petite centrale nucléaire. Moi, ça m'angoisse que des entreprises privées puissent gérer ça. Ça m'angoisse complètement. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Et puis pour faire des trucs, tu sais, ChatGPT, donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Va prendre un livre, quoi. Enfin, non, mais enfin, il y a beaucoup d'utilisation de l'IA qui aujourd'hui absolument ne vaut pas le retour sur investissement de l'énergie. Il y a un impact sociétal économique très fort. Il y a plein de boulots qui ont disparu. J'ai des copains qui sont traducteurs. Ils n'ont plus de métier, ces gens-là. Les gens qui écrivent, ils n'ont plus de métier. Alors, je sais bien que ça va créer d'autres métiers. Hein. Je ne veux pas être la vieille conne qui dit oh là là, c'était mieux avant. C'est pas du tout l'esprit de ça, mais il y a un impact vraiment sociétal très important dans ce que l'on fait et il faut vraiment se préparer. Et moi, je pense que les agilistes, nous, on peut aider la tech à pas tomber dans ces travers-là, parce que la transparence, on sait ce que c'est, l'exigence, on sait ce que c'est, le courage, on sait ce que c'est, aider les gens à affronter les choses, on sait ce que c'est, montrer aux entreprises ce qu'elles ne veulent pas voir, ça c'est notre job hein, de Scrum Master Coach. Donc on a un vrai levier là-dessus, on peut vraiment aider et on ne devrait pas lâcher l'affaire. Tout ce qui est upscaling des compétences aussi, partage des compétences en interne. Mais l'IA,
C'est un peu du pipi de chat à côté de ce qui nous attend vraiment, qui est vraiment les gros défis climatiques. Tous les modèles dont je vous ai parlé, là, qui viennent de ces startups, de ces entreprises américaines, ils sont basés sur une logique capitaliste, de croissance éternelle. On vit dans un monde fini, on ne va pas continuer à croître indéfiniment. Donc il faut qu'on puisse s'autoriser en tant qu'agiliste aussi à se questionner sur est-ce que ces modèles-là, ils sont vraiment toujours adaptés aux défis de demain. Moi, quand je me pose la question, est-ce qu'il faut que je continue à dire aux gens que j'accompagne, le but c'est de créer plus de valeur. Est-ce que le but ça ne pourrait pas de créer de la valeur différemment? Est-ce qu'on ne peut pas créer du cycle court de valeur? Comment est-ce qu'on travaille en local? Toutes ces questions-là, il faut les avoir aussi. Et nos petits modèles, même Scrum, qui a l'air si anodin, etc., c'est dangereux de ce point de vue-là, parce que c'est des choses qui vont vous pousser à produire plus de valeur, etc. Dans un monde fini, je ne suis pas sûre. Donc il faut qu'on puisse réinventer ça et le questionner. Des idées. C'est un truc qui m'obsède, mais j'ai pas encore de truc très clair dedans, mais il faut travailler aussi... Il y a des leviers comme ça un peu simples, par exemple. Toutes les features que vous ne ferez pas, c'est super, célébrez-les. Incitez les gens à produire beaucoup moins. Taillez dans les backlogs. Posez-vous la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est quoi l'impact de la feature, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut faire en mode low-tech? Comment est-ce qu'on peut faire des applis? Alors des fois ça peut être des applis, elles seront moins jolies, ou elles sont, je sais pas, mais on s'en fout si elles sont plus accessibles, si elles consomment moins d'électricité par exemple, c'est bien. Toutes les applis qui n'incitent pas les gens à faire des prints par exemple, c'est pas mal aussi. Il y a plein de façons de faire où on peut guider la conception technico-fonctionnelle des applis pour réduire leur impact. C'est tous les services digitaux dont on n'a pas besoin, qu'il ne faut pas faire. Et notre rôle, nous, d'agilistes, c'est de rappeler aux entreprises qu'il ne faut pas faire, d'être un peu le trublion là-dessus et de leur dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un énième moteur de recherche ou de, je sais pas, 35 critères de filtre de recherche. C'est aussi tout ce qui est lié à l'obsolescence programmée. Moi, je suis adepte de la pomme. Ça m'agace. Ça m'agace que là, mon Mac, qui est très très bien, que j'ai acheté en 2016, je le vois en train de se ralentir et de se friser. Je sais la mort qui l'attend parce que je suis obligée de mettre à jour l'OS et que l'OS, dans l'OS, il y a de l'obsolescence programmée. Il va me tuer mon ordinateur qui marche très bien. C'est pas normal. Ça passe aussi par un autre truc. Nous, en tant qu'agilistes, on peut amener les entreprises à se re-questionner sur les business models. Quand on accompagne une entreprise, on l'accompagne pas que sur la partie technique ou pas que sur la partie orga, on l'accompagne aussi sur la partie business, sur la partie management, sur la partie décision, gouvernance. Donc comment est-ce qu'on met les pieds dans le plat sur les histoires de croissance infinie, d'économie circulaire? Comment est-ce qu'on peut les faire changer en faisant par exemple changer les indicateurs? Ce qui est très fort dans la mesure, c'est que la mesure induit le changement. Donc commencez à être un petit peu sneaky, là. Mettez des indicateurs, des KPI, si vous aimez bien suivre des KPI, qui sont en lien avec des comportements vertueux et vous verrez les comportements changer. Mais ça, on peut faire ça, nous. On a les mains sur ça, en tant qu'agiliste. Voilà, changer des mentalités. Il y a un truc qu'il faut qu'on tue aussi, c'est cette histoire de vélocité. D'accord? On arrête d'être rapide, ça suffit, quoi. C'est... rapide ou dans le mur, enfin non, en ralentissant. Hein. Il y a des conférences super bien à Nantes qui sont programmées ces 2 jours, qui vont être sur cette thématique-là, donc allez-y. Mais ralentissons, arrêtons tout ce qui est les logiques productivistes, les burn-up, burn-down, machin, on s'en fout en fait, vraiment, ça n'a aucun intérêt, et encouragez ça. On peut agir nous aussi directement en décomplexifiant les frameworks, d'accord? Donc ce que je vous essaie de vous dire là, c'est démonter vos frameworks. Démontez pas, enlevez pas tout du jour au lendemain, mais démontez progressivement. Enlevez tout ce que vous n'avez pas besoin, d'accord? Non, partez léger. Si vous devez garder qu'un truc, gardez un seul truc. Je sais pas. Par exemple, le fait de discuter ensemble, c'est très bien. Et reconstruisez que avec ce que vous avez besoin, d'accord? Arrêtez d'être rigide sur les processus. Moi, il y a des gens qui sont Enfin... Je me suis pris la tête, et puis quelle que soit la drogue, hein, que ce soit du safe, du scrum, du OKR, machin, on a tous les comportements, il y a des gens qui vont dire non mais tu le fais pas bien, c'est pas comme ça exactement qu'il faut faire, mais lâche-moi, tu vois,
Le but, c'est pas de suivre le truc de façon rigide. Le but, c'est d'aider les gens là, qui ont un problème. Donc ça aussi. Et puis redonnons-nous du sens un petit peu là-dessus. Simplicité, frugalité, intégration humaine. Ça, c'est des choses que pas mal de gens sont en train déjà de réfléchir à ça. Je vous donne quelques livres. Agile 2, parce que j'ai bossé avec Lisa Koenig qui l'a écrit. Rethinking Agile, qui est très bien. Le Lean Tech Manifesto, qui est très très bien sur la partie technique, et qui pose aussi des questions. Je partagerai toutes mes slides dès demain, vous les aurez, vous inquiétez pas. En France, notre clo-clo préféré, ils ont lancé l'agilité radicale. Je vous invite à aller voir, c'est un manifeste pour une agilité différente, qui est beaucoup plus frugale, qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus ancrée dans le local. Je vous invite à aller voir leur blog, Claude Aubry. Et moi, je crois que l'agilité, c'est le... Parce qu'il faut boucler l'histoire de talent où je suis frustrée, c'est vraiment le talent de notre génération à nous. Alors génération, je vous implique aussi les petits jeunes, parce que comme ça je me sens un peu plus jeune là-dedans. Mais c'est toute cette génération-là, on a cette capacité, nous, à s'adapter au changement. On est très résilients. C'est notre talent à nous. Et si on se rappelle qu'on a aussi des valeurs comme le courage, l'engagement, la simplicité, la transparence, et la frugalité, je pense qu'on peut changer le monde et faire quelque chose de meilleur. J'aime beaucoup les liberating structures, et je finis là-dessus. Dans les liberating structures, il y en a un qui s'appelle 15% solutions. C'est quand on est face à des grands défis ou des grands problèmes, on se dit ah ben, c'est trop pour moi, je peux rien faire, moi je suis un petit colibri, pourquoi? Et non, en fait, on a tous à portée de nous quelque chose, 10-15% de choses qui sont à notre portée et qu'on peut faire pour changer. Donc j'aimerais bien que vous preniez quelques secondes là dans votre tête et que vous réfléchissiez à la plus petite action que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour changer l'agilité et l'amener dans un autre que j'espère être plus vertueux, plus frugal, plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos équipes? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien, dans votre approche? Voilà, j'aimerais bien que vous restiez avec ça. Et un petit pas qui soit petit, authentique, simple, mais qui soit un vrai petit pas que vous allez porter. Allez voir toutes les super conférences. Il y a Robin qui va nous parler d'un truc qui est très bien juste après. Je te vois, Robin. Justement, il va nous parler de comment on ditch les frameworks et comment est-ce qu'on a une approche dans framework et qui marche très bien. Il y a plein de conférences géniales au programme, donc allez voir, allez discuter avec les gens après. Puis amusez-vous, j'espère que ça vous a plu. Merci. On était censé avoir un petit QR code pour le rôti, je crois, non? Mais je ne l'ai pas eu. Si vous avez des feedbacks, de toute façon, j'aime pas les feedbacks anonymes sur une appli. Donc venez me voir, hein, je suis là toute la journée et je ne mords pas, n'hésitez pas, venez me voir, discuter. Prenez un café avec moi, ça me fera plaisir. Et pour les questions, c'est pareil. Merci.